Ok, alors pour bien commencer, je vous propose une petite illustration des nombreuses nuisances de l'hyperconnexion qui envahit beaucoup de monde. Et c'est une affichette qui est dans le fond d'une église, elle circule sur Internet depuis un petit temps. On en est appelé à demander aux gens de couper leur téléphone parce que nous sommes en permanence connectés, même dans les endroits les plus inappropriés. Je vais commencer par une évidence. Le numérique a bouleversé la vie quotidienne et la vie professionnelle de très nombreuses personnes. Il a modifié l'organisation du travail en termes d'espace, en termes de temps de travail, puisqu'on peut maintenant délocaliser son travail, travailler partout et tout le temps. Et il a modifié aussi le rapport de l'individu au travail. Alors, ça a des aspects positifs parce que grâce à ça, on a pu continuer à travailler depuis un an malgré le fait que le Covid nous empêche de nous réunir, de nous rassembler et pour la plupart de se rendre sur son lieu de travail de manière habituelle. Mais il a aussi pas mal d'inconvénients et on peut considérer qu'il y a trois types d'inconvénients mais qui sont enchevêtrés les uns aux autres. La vie personnelle et la vie professionnelle ne sont plus aussi bien séparées que quand on était dans des usines où on faisait ses 8 heures à l'usine et puis on rentrait chez soi et on avait bien une cloison étanche entre les deux pans de nos vies. Et on a du mal désormais à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On a des difficultés en ce qui concerne le repos puisqu'on ne se repose plus si on est tout le temps interrompu dans ses heures de repos par du travail, des connexions. On ne se repose plus bien. Or, la loi garantit un droit au repos, donc c'est un des aspects du problème. Et enfin, le numérique, l'hyperconnexion a un impact sur la santé physique comme psychique. Ce sont trois éléments qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. Je crois que les deux premiers n'entraînent pas beaucoup de commentaires parce que tout le monde les vit. Je vais peut-être vous dire deux, trois mots de la question de la santé, puisque j'ai vu qu'il y avait des questions sur ce point-là. Et les médecins, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai fait quelques lectures, les médecins constatent pas seulement des problèmes psychiques, mais aussi des problèmes physiques, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de troubles musculo-squelettiques. C'est vrai qu'on est recroquevillé devant son écran pendant des heures et des heures. Après, on est recroquevillé sur le volant de sa voiture dans la même position. On finit par avoir des problèmes d'épaule et des problèmes de dos. Mais il y a évidemment surtout l'oppression psychique, le stress, ce qu'on appelle le syndrome de débordement cognitif, parce qu'on est accablé, on a une charge mentale énorme avec toutes ces informations qui nous arrivent en permanence. Certains, dans les cas les plus graves, basculent dans le burn-out. Et donc, il y a effectivement beaucoup de problèmes de santé qui sont suscités par ce phénomène en développement qui est, à certains égards, qui peut être ressenti comme une calamité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent toutes ces perturbations. Ils sont nombreux. Vous avez évidemment l'Internet, sans lequel cette situation ne serait pas possible, puisqu'il permet de travailler partout et tout le temps. Et il a rendu poreuse la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'il n'y a pas que l'envahissement de la vie privée par le travail, il y a aussi l'envahissement du travail par la vie privée, parce qu'évidemment, c'est dans les deux sens. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent avec Facebook en permanence, actifs sur leur écran, et qui sont dérangées toute la journée par des notifications de leurs réseaux sociaux, ou qui reçoivent les SMS privés sur leur téléphone pendant leurs heures de travail. Donc, tout ça est mélangé. Autre facteur, c'est la culture de la liberté et de l'autonomie qui est de plus en plus importante, qui est évidemment appréciée par les personnes qui y voient l'avantage de concilier plus facilement leur vie privée et leur vie professionnelle, puisqu'on travaille un peu quand on veut, on peut caser des choses privées dans sa journée de travail qui est entrecoupée par des activités privées. Il y a aussi la génération Y, millénium, qui est né avec l'Internet et qui est connecté tout le temps et qui a aussi été éduqué de manière moins stricte que moi, par exemple, qui suis d'une autre époque et qui était éduqué de manière assez stricte, où on doit obéir. Ce n'est plus tout à fait comme ça que les jeunes ont été formatés. Et donc, on aspire beaucoup plus à l'autonomie dans le travail aussi. Et les méthodes de management en vogue qui sont fondées sur les résultats, les objectifs et font
beaucoup de choses sur l'autonomie du travailleur. C'est lui qui va organiser son travail jusqu'à un certain point, en tout cas, comme il le veut, avec ce qui compte, c'est le résultat, peu importe le moment où on le fait. Et ce qui débouche sur des débordements du temps de travail légal, hein. Alors, autre facteur, c'est ce que les sociologues appellent l'infobésité, c'est-à-dire cette masse d'informations, cette masse d'emails qu'on reçoit. Il y a 20 ans, quand on ouvrait son courrier le matin, on avait, selon les métiers, entre 6 et 20 lettres par jour. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 30 à 40 emails tous les jours, vous vous demandez si on vous a oublié. Donc, il y a cette masse d'informations qui arrive, mais avec le problème d'une gestion mentale, d'un stress. Vous devez gérer les urgences, trier, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire dans l'heure. Alors qu'avant, le courrier il arrivait une fois par jour le matin quand le facteur arrivait. Ici, ça arrive en continu. Et donc, tout ça, ça provoque des difficultés. Autre facteur, c'est l'indiscipline dans la gestion de l'outil numérique. Et il y a des entreprises qui font des choses pour éduquer le personnel à la courtoisie numérique, à la bonne gestion du numérique, mais tout le monde ne le fait pas. Et vous avez toujours des obsédés du répondre à tous qui n'ont de vos boîtes mail de messages parfaitement inutiles. Et alors, enfin, dernier facteur dont nous sommes nombreux à souffrir, c'est l'addiction numérique. On est complètement accro à nos outils et à nos messageries au point que parfois on va consulter sa messagerie à 9h30 du soir, soit parce qu'on s'ennuie, soit parce qu'on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de nous. Et ça, c'est une difficulté qui relève de l'addiction. Alors, est-ce que dans ce contexte, le droit peut nous aider à mettre de l'ordre dans les deux pans de nos vies? Parce que la question de la déconnexion se pose aussi bien après les heures de travail, quand on est chez soi, qu'on a normalement terminé le travail. C'était l'objet d'une des questions de Woukla. Et aussi pendant les heures de travail, puisque étant connectés en permanence, nous sommes sans arrêt sollicités et amenés à faire 4 choses à la fois, de sorte que ça déborde un peu dans notre tête. Alors, si je commence par examiner le premier aspect, nous avons une grande partie de la population, pas tout le monde, mais une grande partie de la population a en réalité à sa disposition un outil juridique qui existe depuis un siècle, depuis juin 1921. Le législateur belge limite la durée du travail à un certain nombre d'heures par jour, par semaine, et affirme le droit à un repos continu de 11 heures consécutives de repos entre 2 jours de travail, 35 heures de repos consécutifs entre 2 semaines de travail, il y a des vacances, il y a etc. Il y a des jours fériés. Ça, c'est venu un peu plus tard que 1921, mais enfin bon. Donc, une grande partie de la population a un outil juridique à sa disposition et a le droit, sans qu'on intervienne pour dire qu'il y a un droit à la déconnexion, il y a un droit au repos, il y a aussi un droit à ne pas travailler en dehors de ses horaires de travail. Et donc, ce droit-là, il existe. Le problème, c'est que l'effectivité de ce droit s'est effilochée ces 10-15 dernières années dans le monde moderne où on est hyper connecté, où on compte sur l'autonomie pour s'organiser, où on apprécie en tant que travailleur l'autonomie aussi, pouvoir un peu travailler sans être contraint par des horaires stricts. Mais en réalité, la loi n'a pas été changée et simplement, elle n'est pas très bien respectée. Et donc, quand on se connecte le soir, quand on se connecte le week-end, quand on fait du travail pendant le week-end, alors que ce n'est pas prévu dans l'horaire, on est dans l'illégalité. L'employeur est dans l'illégalité pour ne pas avoir pris les mesures pour empêcher que ce travail s'accomplisse en dehors de l'horaire prévu. Donc, chaque micro-connexion du travailleur sur son smartphone pour vérifier des emails ou répondre à un SMS d'un collègue pendant le petit déjeuner ou à 8h30 du soir, c'est une prestation de travail. Et si c'est après la fin de la journée de travail, ça veut dire que ça fait naître, donc à 8h30 du soir, ça fait naître un droit à repos d'11 heures consécutives. Et normalement, on ne peut pas recommencer à travailler avant 11 heures après ce moment-là. On sait très bien que dans la réalité des choses, ça ne fonctionne pas ainsi, mais c'est ce que la loi prévoit. Alors évidemment, cette loi-là, elle ne protège pas tout le monde. Il y a des personnes, d'abord,
elle ne s'applique pas comme telle au secteur public. Il y a des choses différentes dans le secteur public, mais enfin, leur droit au repos d'11 heures consécutives, il existe dans le secteur public aussi. Et puis, les cadres dirigeants ne sont pas visés par cette protection. Or, les cadres dirigeants sont les personnes les plus exposées aux problèmes de l'hyperconnexion, puisque comme ils ont beaucoup de responsabilités et que la durée du travail n'est pas limitée en ce qui les concerne, ben, on peut les déranger n'importe quand. Et donc, eux sont les plus exposés à cette souffrance et à ces problèmes de santé. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais vous ne trouverez pas de ressources juridiques dans les dispositions qui concernent la réglementation du télétravail. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas là que vous allez trouver des aides pour endiguer l'invasion du numérique dans la vie, dans la vie privée et dans le repos tel qu'il est prévu. Alors, partant du fait que les réglementations sur la durée du travail ne sont plus très bien appliquées, il y a en tête de ces pays, mais différents pays, dont la France, qui ont décidé de proclamer un droit à la déconnexion. Et en Belgique, ben, on s'est dit, le ministre de l'époque dit, ben, oui, je vais faire quelque chose, hein, il faut bien faire quelque chose. Donc, on a fait des déclarations dans la presse. Mais à l'arrivée, on constate qu'on a une loi en 2018 qui utilise le mot déconnexion, loi du 26 mars 2018, mais qui ne proclame absolument pas un droit à la déconnexion, qui dit quoi? Cette loi, elle dit que l'employeur organise une concertation sur le sujet de la déconnexion, excusez-moi, sur le sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de connexion digitaux à intervalles réguliers. Donc, on n'a pas de fréquence. La loi n'impose pas une fréquence particulière, et c'est en tout cas au plus tard, à chaque fois que les représentants du personnel en expriment le souhait. Donc, on n'impose pas de déconnecter les salariés ou de prendre des mesures particulièrement définies dans la loi. Simplement, on dit que l'employeur doit organiser une concertation. Alors, la concertation, elle se fait avec qui? Elle se fait au comité pour la prévention et la protection au travail quand il y en a un dans l'entreprise. Sinon, ce sera avec la délégation syndicale et quand il n'y en a pas parce que l'entreprise est plus petite ou fonctionne autrement, c'est avec les travailleurs directement. Alors, si un accord est trouvé avec les travailleurs ou au CPPT, qu'est-ce qui deviennent ces accords? La loi n'impose rien. La loi n'impose rien, elle n'oblige d'ailleurs pas à essayer de trouver des accords, elle dit simplement qu'on doit organiser une concertation. S'il y a des accords, ils peuvent simplement être constatés sur des papiers qu'on garde quelque part, on peut les mettre dans un registre maison, on peut les intégrer dans le règlement de travail, mais pour ça, il faut encore suivre la procédure habituelle de modification du règlement de travail. Ou bien on peut, dit la loi, les intégrer sous la forme d'une convention collective de travail qu'il faudra alors conclure avec une organisation syndicale. Et donc, la forme que prend l'accord est tout à fait libre. Cette loi ne concerne pas toutes les entreprises. Donc, ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont obligées d'organiser cette concertation à la demande ou de manière périodique. C'est uniquement celles, pour schématiser, qui relèvent du secteur privé. Parce qu'en fait, la loi dit celles qui relèvent du champ d'application de la loi sur les conventions collectives. Ça ne vise pas le secteur public. En gros, ça désigne les entreprises du secteur privé. Ça concerne par contre tous les travailleurs du secteur privé, y compris les cadres dirigeants. Donc, quand on a trouvé un accord, les cadres dirigeants vont en bénéficier, alors qu'ils ne bénéficient pas de dispositions limitant leur durée du travail. Ici, ils pourront bénéficier des accords trouvés en entreprise. L'objectif de la loi est le temps de repos, protéger le temps de repos, les vacances, etc., trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle, mais ce n'est donc pas le droit à la déconnexion pendant qu'on est occupé au travail. Ce n'est pas le droit de débrancher tous ces appareils pour pouvoir se concentrer sur un travail. Alors, cette loi, à mon avis, n'est pas très utile ni très efficace parce qu'en fait, le législateur n'a pas voulu
Je ne vais pas entrer dans les détails de la technique législative, mais il a fait en sorte que cette loi ne soit pas assortie de dispositifs contraignants. Donc, on dit l'employeur organise, et s'il y a un accord, c'est très bien, on peut le mettre dans le règlement de travail, on peut en faire une convention collective, mais on ne dit pas on doit. Et il n'y a pas de sanction prévue si jamais l'employeur ne respecte pas un minimum de choses. Simplement, et c'est clairement dit comme ça dans les travaux préparatoires de la loi, c'est-à-dire les déclarations du ministre ont été consignées au Parlement, et il est bien indiqué que ce que le ministre dit, c'est qu'il suggère aux entreprises une bonne politique du personnel. Alors, c'est bien d'avoir une bonne politique du personnel, mais ça devient donc plus, ça relève donc plus des bonnes pratiques de la GRH que de la contrainte normative. C'est déjà bien d'avoir une bonne politique du personnel, mais donc le législateur n'aide pas beaucoup par cette innovation de 2018. Il ne donne pas un cadre légal contraignant. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux au niveau législatif? Moi, je crois qu'on a déjà mieux ailleurs que dans cette loi de 2018. Je pense qu'en 2018 et ailleurs en France, etc., en envisageant le droit à la déconnexion que sous l'angle de la séparation entre travail et repos, c'est un peu réducteur parce que la santé des travailleurs, elle est aussi affectée par l'hyperconnexion pendant les heures de travail. Et donc, je crois qu'on peut aussi se poser la question, comment ménager des temps de travail, des temps où le travailleur peut travailler hors connexion, c'est-à-dire comment humaniser le travail plutôt que d'asservir l'humain au numérique, à ses urgences, et donc comment faire pour que le travailleur puisse à un moment donné pousser sur le bouton off pendant qu'ils sont au travail. Et je crois qu'on a des outils, notamment dans la loi sur le bien-être. La loi du 4 août 96 sur le bien-être oblige les employeurs à faire de la prévention des risques qu'on appelle les risques psychosociaux, donc c'est tout le stress au travail, si vous voulez, en résumant, et donc avoir une politique qui est destinée à lutter contre l'oppression psychique qui découle de cette omniprésence du numérique dans nos vies professionnelles, je pense que ça relève de la responsabilité déjà actuelle des employeurs qui doivent se poser la question et prendre des mesures pour éduquer le personnel à la bonne utilisation des outils pour éviter l'oppression des autres ou de soi-même hein. Les travailleurs ont leur rôle à jouer aussi. Pourquoi? Parce que la loi leur fait l'obligation de veiller à la santé d'autrui, c'est-à-dire aussi leurs collègues de travail, et se conformer aux instructions de l'employeur en matière d'utilisation des outils numériques, de courtoisie numérique, de modération dans l'usage des outils, ne peut que contribuer à rendre plus supportable l'environnement dans lequel nous vivons. Et alors, je pense qu'une piste qui n'existe pas encore au niveau législatif, mais qu'on pourrait mettre volontairement sur pied dans les entreprises ou par une convention du Conseil national du travail ou par une loi, c'est de s'inspirer de ce qu'on a, qui là est obligatoire dans les entreprises du secteur privé, c'est la politique de prévention en matière d'alcool et de drogue. Les entreprises, depuis une bonne dizaine d'années, doivent réfléchir maintenant à une politique de prévention des dysfonctionnements au travail qui sont dus à la drogue, à l'utilisation de drogue et d'alcool. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose à propos de l'addiction numérique, puisque c'est une addiction aussi, et on aurait un triple bénéfice, je pense, parce que à la fois les travailleurs et les employeurs en retireraient un profit, mais je pense aussi les familles, parce que l'addiction numérique, c'est comme l'alcool, hein, l'addiction à l'alcool, ça perturbe aussi la vie familiale, et je pense que ça aurait un effet profitable à beaucoup de niveaux, et on pourrait envisager, je crois, de réfléchir à une solution pour améliorer notre cadre professionnel par ce biais-là. Merci bien, merci pour cette présentation, Madame Keffer, et merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. C'est vraiment intéressant de voir aussi qui est le public, parce qu'on a des professionnels des ressources humaines et on a aussi des gens qui sont plutôt dans la recherche de solutions ou d'observation, ou alors de ces conférences sièges créatives qui sont toujours très intéressantes. Donc mon propos
sera vraiment orienté simplement sur du partage des pratiques qu'on a chez nous. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas. En tout cas, voilà comment on a travaillé sur le droit à la déconnexion. C'est vraiment un partage d'expérience. Et je le mets un peu dans l'exercice d'une palette de couleurs d'un peintre. Ici, l'idée, c'est juste donner quelques couleurs en plus sur cette palette. Alors, certains y trouveront peut-être des choses intéressantes, d'autres pas, mais je crois que c'est cette palette de couleurs qu'il faut utiliser pour bien vivre les choses. Alors, le droit à la déconnexion, donc on a vraiment basculé, en fait, un peu de. J'ai pris ici un travailleur à l'usine qui discute avec un ouvrier. Et puis finalement, ce mode hybride qu'on a, c'est certaines personnes qui sont à la maison. Et on le voyait dans le sondage tout à l'heure, avec peut-être un enfant sur les genoux. Pour l'instant, pour Christine, c'est autre chose, il est dans le ventre, mais c'est un peu ça la réalité pour l'instant. C'est ça qu'on vit pour l'instant. Et comment on peut bien le vivre, en fait, ce mode hybride? Parce que il faut être clair, on va vers là. On va vers là, mais est-ce qu'on veut aller de cette manière-là? Ça, c'est la question. Euh, la révolution numérique, elle est là. On le sait tous. On ne va pas revenir en arrière. C'est une révolution. C'est la quatrième révolution, comme on le dit. Simplement, comment on le vit bien et comment on vit bien ce temps du numérique. Et finalement, le Covid a provoqué une anticipation de 5 à 10 ans du monde digital. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on est allé très vite dans ce nouveau domaine. Finalement, c'est la recherche un peu d'une pépite d'or. Hein. C'est dire, tiens, mais c'est assez compliqué de les trouver. Et c'est ce qu'on a fait chez Prion. On s'est dit, ben, comment on va travailler la matière? On a travaillé la matière par le terrain, qui on est, de comprendre le terrain, et puis par le volet académique, toujours de bien se faire encadrer quand on a des réflexions. Alors, le terrain, Prion, j'ai repris des chiffres ici de 2019. Vous voyez, c'est une entreprise qui est situé un peu partout dans le monde. Donc, c'est un cas de figure intéressant parce que c'est des complexités avec des législations, comme le disait bien Madame Keffer, qui sont différentes. Mais finalement, ce monde digital ben, a les mêmes problématiques à travers le monde. On est sur une taille de groupe, 1200 personnes, hein, plus ou moins chez Préon, donc une taille raisonnable. En Belgique, c'est déjà une belle entreprise, mais on met ça en France ou en Allemagne, c'est une petite PME pour eux. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est un scope international avec des sites de production. Donc, une population ouvrière, une population d'employés et de managers, de cadres. Donc, on a vraiment toutes les diversités au sein de cette entreprise. Donc, c'est pour ça que le cas de figure peut peut-être être intéressant. Alors, sur le terrain, on a en fait travaillé sur des enquêtes. Sur la première partie, et vous voyez la date ici, ces initiatives seront mises en place d'ici la fin du mois de juin. En fait, à tout le personnel, à travers le groupe, on a dit, ben voilà, la situation Covid fait qu'on perd le contact avec vous et vous savez bien tout le problème de lien social. Donc, on a travaillé sur différents axes, messages du CEO, webinaire sur le bien-être, vidéo One Préon. Mais ce qui va nous intéresser ici pour le focus sur la droit à la déconnexion, c'est cette enquête sur la période Covid et comment les gens le vivent et l'écoute terrain. Donc, on a mené une grande enquête auprès du personnel euh, qui était accompagnée par le Lantic. Le Lantic, c'est un laboratoire du changement qui émane de l'Université de Liège et qui nous a accompagnés véritablement pour bien cadrer la démarche au niveau académique. Pourquoi? Parce que au niveau, je pense, au niveau des ressources humaines, il n'y a pas grand-chose dans les livres sur ce qu'on est en train de vivre. On est en train, je pense, d'écrire des pages de management de futurs bouquins. Et on se repenchera là-dessus dans le futur. Et l'académique n'a pas tellement de références non plus. Donc, c'est très intéressant de faire ce travail terrain et académique parce qu'on est en train de créer des choses nouvelles. Alors, de cette enquête est ressorti 4 volets. Hein, c'est propre à Préon. Ça peut être autre chose dans d'autres entreprises, évidemment. Mais les travailleurs nous disent attention au mode hybride. Donc, ce fait de télétravailler, d'être sur site, des gens qui sont aussi des personnes avec une fracture qu'on voit apparaître, vous le savez, entre les gens qui travaillent, on voit l'image en arrière, qui travaillent en production, dont le lieu de travail ne peut pas permettre d'être en télétravail, et puis des gens qui sont en télétravail
parfois à 100%. Et donc, c'est une nouvelle fracture au sein du personnel. Et ce n'est pas une fracture au niveau sur le statut, ce n'est pas une fracture ouvrier, employé cadre, c'est une nouvelle chose. On considère, il y a une très belle étude de la KUL qui est sortie en octobre, sur le fait que 10% des cadres ne peuvent pas télétravailler. Et c'est le cas chez Prion. Vous imaginez bien des cadres chefs de service de ces usines. Hein, sur le site d'Angy, il y a 8-7 usines. Ils doivent être présents. Donc, c'est une fracture qu'on ne connaît pas tellement en ressources humaines. C'est une fracture par la nature du travail. Évidemment, la population ouvrière, et l'étude de la KU, elle est intéressante pour ça, considère qu'à 70% de travail ouvrier doit se faire présentiellement. 30% peut se faire à distance. Alors, c'est très étonnant quand Mme Keffer est présente sur l'origine, hein, ouvrier, travail manuel et cette distinction, travail intellectuel, travail manuel, mais on voit ces fractures qui commencent à bouger au sein des entreprises. Le personnel nous dit attention à la relation managériale. On perd le sens entre le travailleur et son manager. Le lien social, pas besoin d'expliquer plus, je crois que si vous assistez à la conférence, vous en êtes conscient. Et puis le volet de reconnaissance, qui est très difficile à distance aussi, que ce soit sur site ou en télétravail. Attention au volet de reconnaissance et comment on peut travailler sur ce volet-là. Donc, on a des événements qui se sont mis sur le Q1 et on n'a pas communiqué sur ce fichier Excel auprès des gens. On n'a pas dit on va faire tout ça, etc. Non, on s'est dit les gens aiment voir plutôt qu'on fasse, et puis je peux expliquer pourquoi on l'a fait, mais qu'on fasse. Donc ici, on a un micro ouvert, par exemple, qui arrive au mois de mars. C'est une des actions où on va véritablement, avec le CEO de l'entreprise, Geoffrey Claude, aller au plus près des télétravailleurs sur un modèle micro ouvert. Le groupe des connexions, bah, je disais, Eric et Marc ont travaillé avec des plans d'action. J'aimais bien l'aspect, comme Mme Keffer dit, mais quelle est la place en fait des syndicats? Quelle est la place? Ici, vous voyez au point 4, par exemple, on avait prévu des discussions avec les délégations syndicales dès décembre. L'ACP, c'est l'association des cadres chez Préon. On les a complètement impliqués à la démarche. Alors, on va faire ce zoom sur le droit à la déconnexion. Qu'est-ce que vous avez fait chez Préon? On a un outil qui fonctionne assez bien, qui est notre intranet. Vous avez une capture ici d'écran. Sur l'intranet, on a informé déjà une petite news sur les bonnes pratiques pour s'assurer une déconnexion, quelques conseils pour le télétravail, on pourrait y revenir, hein, identifier les objectifs, etc. OK, donc l'employeur communique sur, c'est déjà un premier signal au travailleur, communique sur ce volet de droit à la déconnexion. Ensuite, on a voulu aller plus loin, c'est de créer une charte sur le droit à la déconnexion. Est-ce qu'on en fait un bout de papier, hein? C'était très bien exprimé par Mme Keffer, ou est-ce qu'on va plus loin? On s'est dit, on va plus loin. On fait une charte sur le droit à la déconnexion. Elle est postée, vous le voyez sur le site intranet. Et cette charte, la voici. On pourra la parcourir si vous le souhaitez, mais elle dit clairement le mode de fonctionnement en droit à la déconnexion des personnes. Et ça a été travaillé évidemment avec les délégations syndicales. Je suis un fervent partisan de la concertation sociale, du dialogue, et donc on a pu mettre ça en place avec vraiment une charte sur le droit à la déconnexion chez Préon. On a des news qui sont très claires. C'est parce que la capture d'écran est comme ceci. Je voulais vous montrer, ben, on a le droit à la déconnexion, mais on a eu une news, c'est Préon reconnaît l'importance de bon équilibre en vie professionnelle et privée, et notamment le droit à la déconnexion afin de garantir une meilleure qualité de vie et une meilleure performance au travail. Voilà, ça c'est des news qui paraissent clairement sur l'intranet. On le dit, on ne met pas qu'une charte, on dit les choses, on met des news, etc. Et je voulais partager avec vous aussi d'aller plus loin. On a, par exemple, mis en place un webinaire uniquement consacré au droit à la déconnexion, webinaire bien-être, déconnecté pour mieux travailler. C'était notre troisième webinaire, on en a fait donc quelques-uns depuis cette crise du Covid. Et on explique très clairement ce droit à la déconnexion. On avait pris Françoise Van de Castell, coach chez Alias, pour nous soutenir dans la démarche et qui est intervenue. Donc moi, je faisais l'introduction parlant véritablement de la position de la direction, et puis Françoise qui donnait pas mal de trucs et astuces par rapport à ce droit à la déconnexion.
On a, évidemment, tout le monde ne peut pas. Il y a eu un beau succès sur ce webinaire, je ne sais plus combien de personnes, mais c'était assez conséquent. Et l'équipe communication, en plus, poste ce type d'informations sur l'intranet et de l'enregistrement. Ici, j'ai pris une capture de l'enregistrement. Donc, vous avez 1 heure de webinaire là-dessus et les gens peuvent revoir à travers le monde ce type de webinaire pour bien montrer aussi des trucs et astuces. Et aussi, c'est des messages qui passent de la part de la. Alors, je voudrais en finir par là. Piste pour aller plus loin. On est tous à la recherche un peu de cette pépite d'or et on ne la connaît pas bien encore. Je crois que c'est toujours intéressant de se faire accompagner. Ici, je voulais illustrer avec, c'est des gens derrière le Lantique. Hein. Je pense à François Pichot, le professeur Pichot et Justine Rondeau qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent toujours dans la démarche de changement sur cette période-ci. Et puis, une piste aussi, c'est comme le partage avec Liège Créatif, c'est de l'ADP Liège, hein, où vous pouvez trouver d'autres professionnels de ressources humaines qui vont partager avec vous aussi ce type de problématiques. Ils ont souvent des conférences aussi en la matière, qui sont des compléments aussi aux conférences de Liège Créatif. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour ce partage d'expérience et les couleurs que vous avez déjà pu ajouter à nos palettes respectives, j'espère. Avant la conférence, nous avons demandé aux participants de nous envoyer leurs éventuelles questions et attentes pour ce matin. Et donc, dans les questions que j'ai reçues, beaucoup concernaient justement des bonnes pratiques que j'ai pu regrouper et résumer en 2 thèmes principaux. D'un côté, on retrouve la nécessité de poser un cadre et ses propres limites chez soi. Et de l'autre, la volonté de garder malgré tout une bonne relation avec son équipe. Vous en avez déjà parlé lors de votre présentation, pour le cas précis de Préyon, évidemment. Nous pouvons peut-être aller un peu plus loin sur certains sujets. Donc, d'une manière générale, je poserai cette première question. Comment placer poliment les limites à l'hyperconnectivité par rapport à ses collègues et à ses supérieurs hiérarchiques? Et une sous-question, quels seraient les arguments à avancer justement pour mettre en avant et faire accepter ces moments de déconnexion dont on a besoin? Évidemment qu'on n'a pas, et c'est un peu ce que vous disiez, hein, chacune et chacun dans le sondage, un employeur parfois qui ne met pas des choses en place. Il faut réussir à retomber sur des outils plus classiques, je pense, et on l'a partagé lors du webinaire sur le droit à la déconnexion. Ce sont les outils d'absence, par exemple, au travail. Donc, je suis très concret. Sur Teams, sur Outlook, vous avez des notifications d'absence. L'habitude, on met ces notifications quand on part en grandes vacances ou en vacances, hein, ou pour des longues périodes. Mais c'est des outils que vous pouvez utiliser de manière beaucoup plus sensible, pour un quart d'heure, pour une demi-heure, et beaucoup mieux notifier les choses. Donc, ça, c'est une première piste. Aussi, d'avoir un rituel soi-même par rapport aux tâches qu'on effectue. Je pense à Pomodoro, pour ceux qui connaissent. Je vais partager avec vous. Pomodoro, en fait, c'est une technique comme ceci, de se dire, tiens, je fais 25 minutes et puis je fais un break, d'accord? Ça, c'est une news aussi qu'on a partagée sur l'intranet Préon, c'est de se dire, OK, je pilote mon temps aussi moi-même en faisant aussi 4 fois des pomodoro. Donc, c'est amusant, ça vient de ce fameux outil qu'on a dans les cuisines. Mais utilisez-le et vous mettez la minuterie ou le téléphone. Et OK, 25 minutes, je fais un break. 4 fois, j'ai fait des pomodoro, je fais un plus long break. Donc, c'est des scènes pratiques aussi auxquelles s'habituer dans une entreprise. Il y a aussi des outils que vous utilisez. Le problème, on a WhatsApp, et j'en finis par là, hein, sur cette question-ci, on a WhatsApp, on a Outlook, on a les SMS, on a le téléphone. Combien d'outils pour nous contacter? C'est la folie, ça n'arrête pas. Une des astuces aussi, c'est de formaliser par équipe le type d'outils qu'on utilise. Tiens, nous, telle équipe, souvent, par exemple, en comité de direction, nous, on aime bien WhatsApp. Eh bien, ça, c'est l'outil prioritaire. Et on ne commence pas, si je ne réponds pas sur WhatsApp, qu'on n'essaye pas sur SMS, qu'on n'essaye pas sur les mails, qu'on n'essaye pas par ailleurs de téléphoner, etc. On a convenu au sein de notre équipe,
c'est comme ça. Et dans une autre équipe, c'est peut-être Outlook qui est utilisé ou c'est peut-être les SMS. Essayez par équipe de déterminer quel est l'outil de communication privilégié de l'équipe. Et ça diminue aussi les sollicitations qui vont venir de tous côtés. Dernier petit truc aussi, c'est votre agenda. Les gens aiment bien mettre parfois des réunions dans votre agenda alors que voilà, c'est votre agenda et on vient vous imposer des réunions. Mettez des plages vertes dans votre agenda, des plages de break dès à présent. Je l'avais dit, moi, par exemple, à l'équipe que je pilote chez Prion, dès novembre-décembre, pour l'année 2021 jusqu'à décembre, on a mis des blocs verts dans notre agenda, d'1 heure, 2 heures, 4-5 blocs sur la semaine, qui sont des temps que je m'octroie. Je me permets de mettre ça, c'est mon temps à moi. Parce que pour l'instant, parfois on a des réunions toute la journée, on n'a pas le temps de faire ses mails, c'est le soir, ou j'ai pas le temps de faire des breaks. Ça se programme en fait. Il faut prendre l'habitude de programmer aussi ces breaks. Et c'est un rendez-vous avec soi-même dans l'agenda. Donc, et alors, quand on me déplace un bloc vert, que ce soit quelqu'un qui a accès à mon agenda, je dis, OK, tu peux déplacer un bloc vert, pas de souci, parce que c'est de la flexibilité, ce bloc vert, mais je souhaite que tu le remettes à un autre endroit dans la semaine. Et si ce n'est pas possible, alors je vais regarder combien de blocs verts il reste dans mon agenda sur la semaine. Je crois que c'est des saines pratiques de prendre rendez-vous avec soi-même aussi. Voilà quelques pistes. Merci pour ces pistes. J'aurais deux sous-questions par rapport à ça. La première, c'est dans le cas, enfin là, les outils que vous nous donnez, c'est dans le cas où la relation d'équipe et la relation avec la hiérarchie se passe bien. Dans une entreprise où ce serait pas possible de discuter un peu comme ça ou de faire ce genre de pratique, quels seraient les arguments à mettre en œuvre, surtout comme on l'a vu avec Madame Keffer, il n'y a pas vraiment de loi ou de réglementation à faire valoir dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ces relations? Je crois que c'est par le dialogue. On est entre adultes. Il faut pouvoir dire des choses. Ou alors, on a un autre souci avec son employeur. C'est pouvoir dire des choses. Alors, je sais qu'on n'est pas dans un monde le plus agréable toujours. Et dans toute entreprise, ce n'est pas toujours facile le dialogue. Et je reconnais la difficulté, comme l'explique Mme Keffer. On a des entreprises, si sur une autoroute, si la limitation est à 120 km/h, on a des entreprises qui fonctionnent à 200 km/h. Parce qu'elles sont dans d'autres pays asiatiques ou autres, ou en Amérique, ou même en Europe, ou peu importe la loi. Je dépasse la limitation de vitesse. Nous, on est à du 120 km/h et on essaye de respecter la législation. Mais la difficulté, c'est qu'on est en concurrence avec ces entreprises-là. Donc, souvent des employeurs qui ne sont pas les méchants diables, simplement ils voient que leurs parts de marché sont mangées par ces entreprises qui vont beaucoup plus vite sur l'autoroute, avec des juristes qui nous accompagnent, comme le dit bien Madame Keffer, qui nous accompagnent, qui sont peut-être à du 110, 120 km/h à nous accompagner là-dessus. Mais on a des législateurs qui sont à du 60, 70 km/h sur cette autoroute. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est que les législations européennes ou belges sont en retard par rapport aux bonnes pratiques. Et finalement, la solution est peut-être au niveau de l'Organisation mondiale du travail. C'est à ces niveaux-là, la digitalisation est mondiale, c'est une évidence. Donc, ce sont des discussions, et ils en discutent d'ailleurs à l'Organisation mondiale du travail, sur ces débats-là. Se dire, mais comment vit-on mieux au sein des entreprises? Sinon, on va revenir à une période déplorable où finalement, il n'y avait plus aucune régulation de ce marché du travail. Alors, s'il n'y en a pas, et si on est dans une entreprise qui est plutôt sur les 200 km/h, je crois, il faut oser se poser la question par rapport à soi-même, par rapport à l'entreprise où je travaille, a-t-elle encore du sens pour moi? Et je parle aussi bien chez Prion, parce qu'on n'est pas parfait chez Prion, et il y a des gens qui ne vivent pas bien aussi. Et une entreprise où on me dit que tout va bien, je n'y crois pas. Donc je crois aussi qu'il y a des difficultés chez Prion. Mais donc, la question du sens par rapport à son employeur et comment il aborde ce type de problème, ça c'est le cas extrême. Et parfois on n'a pas le choix. Le boulot est un aspect d'argent et donc on n'a pas le choix de changer d'employeur, mais si c'est possible, il faut avoir cette réflexion-là. Ça, c'est le cas extrême. Si le dialogue est possible dans l'entreprise,
Je crois qu'il y a des organes qui existent dans chaque entreprise. S'il n'y a pas de RH, c'est que la structure est quand même plus petite, il y a moyen de dialoguer et il y a moyen de prendre le temps. Et si la structure est plus grande, il y a des délégations syndicales, il y a tout ce qu'il faut comme arme normalement dans une entreprise pour avoir ce type de dialogue. Ok, donc se servir des outils existants et de la communication. Une troisième question du coup par rapport à ça. Madame Keffer abordait aussi le fait, et ça s'est beaucoup ressenti dans les questions aussi qu'on a reçues, qu'il y avait non seulement la déconnexion durant les heures de travail, mais aussi après les heures. C'est l'inverse. Ah. Elle est surtout abordée après les heures de travail, mais le problème, c'est pendant les heures oui. que là, on ne se pose pas beaucoup la question au niveau législatif, mais c'est celle-là la plus compliquée. Oui, c'est ça. Et donc vous, Monsieur Bertin, vous avez parlé, il me semble, ça concerne beaucoup durant les heures de travail. Et dans le sondage, on voyait justement qu'il y a très peu de personnes qui arrivaient à se déconnecter en dehors de ces périodes. Est-ce que ces outils peuvent aussi être utilisés dans ce cas-là, vraiment fin de journée ou le week-end ou est-ce qu'il y a d'autres outils? Donc, ce type d'outils, on peut en utiliser. Je vais partager avec vous. Voilà. En fait, lors du webinaire, on s'est posé quelques questions sur quel bon plan action avez-vous mis en place pour vous assurer un équilibre optimal privé-travail. Et on voit que certains nous disent promenade à midi, des balades à midi, etc. Ça, donc, la question était comme ceci à la base. Hein. On a fait un WooClap aussi, et je pense que c'est aussi du travail à faire en équipe, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on se permet entre nous? Et les solutions ici sont des solutions propres à Prayon, mais c'est aux personnes aussi à trouver par elles-mêmes. Et on avait plein d'idées qui sortaient là-dessus. Donc, je n'ai pas d'idée moi-même. Je crois que c'est chacun à trouver ce qui lui parle le plus. Hein, ça, c'est vraiment des pistes qu'on peut avoir. D'accord? Autre piste, on le vit souvent, ici, c'est le niveau degré d'énergie. Un WooClap, ou alors on le fait aussi, je le fais assez souvent, c'est sur Menti. Menti.com, quel est votre niveau d'énergie? D'ailleurs, je vous invite maintenant, vous êtes devant votre PC, allez un peu sur Menti.com. Peu importe, que ce soit un laptop, un smartphone ou autre, et vous tapez le code ici. D'accord? Et vous mettez votre niveau d'énergie de 1 à 10. Voilà, c'est parti. Voilà, de 1 à 10, c'est maintenant. Quel est mon niveau d'énergie maintenant? Alors, je vous explique pendant que chacun répond. On utilise cet outil-là clairement aussi, et pour faire lien du break, comme dit Madame Keffer, pendant le temps de travail. On utilise cet outil-là dans nos réunions. On commence nos réunions par ça. Aussi en comité de direction élargi, avec 16 directeurs, je me souviens qu'on avait un peu un graphe comme ça avec les directeurs. Et comment on l'utilise? En fait, ce qui est très intéressant pour l'orateur ou la personne qui organise la réunion, tiens, le niveau d'énergie, je vois, il est quand même assez bon. Hein, on a pas mal de puissance dans cette réunion d'énergie. On met le terme qu'on veut, hein, parce que certains n'aiment pas cette appellation-là. Mettez ce qui colle à l'esprit de votre équipe. Mais surtout, ça, c'est le niveau qui est disponible. Et puis, c'est intéressant d'aller questionner les personnes qui sont à un niveau d'énergie 3, 4, 5, peut-être le 6, et juste poser la question, tiens, tu as mis ça, est-ce que tu veux partager avec nous le pourquoi ou pas? Je me souviens d'une réunion où il y a un directeur qui a dit, moi je suis à 3, c'est pour des raisons privées, mais au moins vous le savez. Eh bien parfait. Mais surtout, c'est les personnes, et on revient alors à la question de Madame Keffer, c'est les personnes qui doivent donner des breaks dans vos réunions. C'est elle ou l'orateur vers laquelle il faut se retourner, et l'orateur dit, tiens, c'est toi qui donneras le rythme de la réunion. Comment on peut te faire monter en énergie? Si le groupe, c'est pas possible par le groupe, ok, mais au moins on a l'information qu'il y a dans le groupe, surtout en télétravail, des gens qui sont plus en difficulté. D'accord? Et le rythme de la réunion, le rythme des breaks n'est pas donné par la majorité, mais bien par la personne. Il n'y en aurait même qu'une sur 50. C'est cette personne-là qui va donner le tempo aussi à la réunion. Surtout des réunions de 2-3 heures, hein, on peut en avoir en télétravail. Faites l'exercice. Et puis, j'aimais bien l'aspect icebreaking que vous avez utilisé au début de cette conférence, mais c'est un outil aussi.
à utiliser en début de réunion. Ça crée du lien social, ça recrée du lien avec les personnes et ça permet de parler un peu d'autre chose. Voilà, ça c'est une pratique qu'on a vraiment introduite chez Prion. On la pousse énormément. Je vous ai dit, il y a aussi une large part d'ouvriers chez Prion. Donc, ce type d'exercice peut être fait aussi en présentiel. C'est simplement on réunit l'équipe et on partage avec l'équipe. Mais on ne va pas utiliser de mot énergie sur le terrain. Ça va parfois pas passer, parfois bien. Mais donc à chacun à trouver évidemment le mot approprié, des idées appropriées par rapport à ça. Ok, oui, donc on voit que malgré les écrans et la distance, il y a moyen de rester bien connectés ensemble. Justement, en parlant de l'équipe, on a reçu aussi une question, enfin plusieurs questions qui concernaient garder l'esprit d'équipe. Donc, autrement dit, comment créer du lien, garder du lien et se réserver des moments informels entre membres de l'équipe, et comment aussi prioriser ses propres besoins sans perdre évidemment ceux de l'équipe. Et j'avais un exemple précis. Donc, nous avons le cas d'une entrée en poste durant le confinement, ce qui n'est évidemment pas évident. Comment un supérieur hiérarchique peut bien entrer en poste et entrer en contact avec l'équipe qu'il doit gérer sans forcément l'avoir en vrai. Mais les outils habituels ne disparaissent pas. On fait pas mal de recrutement pour l'instant chez Prion à distance, par distance. Et bien sûr, la prise de fonction n'est pas évidente, mais c'est le temps de socialisation qui va être important. Vous avez des outils Inside Discovery sur mon bureau, le jeu des couleurs. D'accord. Ce jeu des couleurs permet de savoir un peu, c'est parfois caricatural, mais un peu de savoir la personnalité de chacun. Rien n'empêche de faire ce type d'exercice à distance. Je prends en charge une équipe. Très bien, c'est qui ces gens dans l'équipe, d'avoir une intervention avec chacun, évidemment, ça c'est le classique, c'est des face à face, mais de connaître, de faire un exercice de jeu de couleurs avec un coach externe s'il faut, pour comprendre quelle est l'équipe, comment fonctionne l'équipe. Il y a, et certains l'ont certainement vu, et vous avez, en plus, il y a plein d'idées à partager dans le chat aussi. Il y a des coachs qui font des temps de midi avec des cuisiniers. Vous savez qu'ils ont pas mal de difficultés, nos chers restaurateurs. Mais sur le temps de midi, 2 heures avec un chef cuisinier et vous transmettent l'ensemble des ingrédients et à midi, vous cuisinez en équipe. Et il y a moyen de partager ce type de moment en équipe. Donc, simplement, c'est être créatif, je pense, c'est trouver de nouvelles idées jusqu'au moment où on pourra être beaucoup plus en présentiel.